Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver tous les lundis comme d'habitude dans votre émission Les As du foot sur les antennes de Télé Africa. Nous souhaitons d'abord bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans mais également à tous ceux qui tournent autour d'eux et qui accompagnent ces musulmans pour le respect de la religion. Slange Pambo, c'est un plaisir également de vous retrouver sur ce plateau pour aborder les questions. Monsieur Pambo, allez-y, bonsoir. Non, en fait, ça fait tout dans ma tête. Oui. Je voulais souhaiter une bonne fête de fin de Ramadan. À tous les musulmans et à tous ceux qui tournent autour de oui. l'image qui revient de toutes ces nombreuses personnes qui aiment bien partager le repas, soit de la tabaski, bien de la fin du Ramadan avec les frères musulmans. Ça m'amuse. Les musulmans des circonstances, en fait. Allez, merci Slange Pambo. Comment ça va? Ça va bien, oui, Serge Mungengui? C'est un plaisir. Merci. Voilà. Toujours prêt à servir les téléspectateurs, mais également les amoureux du foot. Ouais, bien entendu. Réponds présent à l'invitation. Merci encore. Gaëtan Kouka, bonsoir. Bonsoir, M. Bekale. Vous habillez autrement? Oui, vu la circonstance, j'ai voulu vous imiter pour être conforme à la circonstance du moment. Monsieur le Président, bonsoir, Bizidengue. Bonsoir, Rodi. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Toujours vêtu des couleurs du pays. Oui, c'est l'ADN. Ouais. On a les globules poussés et blancs. Les miens, ils sont verts, jaune, bleu. Voilà. On se pose cette principale question qui joue avec la dette des footballeurs. Vous le savez, vous l'aviez certainement entendu. Le ministre qui avait fait des déclarations accompagné du président de l'association des clubs de 2-1 de première division, avec les joueurs aussi qui ont décidé d'aller s'imprégner de la réalité des faits. On va d'abord suivre un petit récapitulatif de ce qui était comme chronogramme pour vous permettre à chacun de regarder le rétroviseur. On va regarder le chronogramme initial, bien sûr, de ces arriérés, du mode de paiement et du déroulement du chronogramme initial pour régler la dette. Il était question en octobre 2021, dépôt de justificatif, joueur club l'INAF. En novembre 2021 également, analyse et confrontation par le cabinet Ernest Eyoun. Fin décembre, mise à disposition du rapport au ministre des Sports. Janvier, paiement de la dette par l'État. Messieurs, on a l'impression que le championnat débute dans quelques semaines seulement. On tâtonne, on piétine et on ne voit pas clair. Brice Inege. Écoutez, les raisons sont connues de tous. Vous savez qu'on était dans une situation où on parlait de dette sans savoir exactement quel était le montant de la dette. Aujourd'hui, le cabinet qui travaillait sur la reconstitution de cette dette a dû passer d'abord beaucoup de temps à interroger les acteurs concernés par la dette. Ça a pris plus de temps que prévu parce qu'il y a des acteurs qui n'avaient pas été pris en compte dans le chronogramme de départ. Tout ce qui tourne autour du football, notamment les arbitres et autres, n'était pas concerné, puisque quand on parlait de dette dans son ensemble, on ne voyait que les footballeurs. Malheureusement, cette dette doit être payée dans sa globalité pour ne plus léser une partie. Et donc ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui est prévu aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on constate le retard. Est-ce que les prestataires sont également inclus? La LINAF, par exemple. Oui, normalement, c'est la dette globale dans toute la période de gestion. Évidemment, il appartenait à la LINAF de décliner tous les prestataires et de dire quel était le montant de la dette, parce que même au niveau de la LINAF, il y a eu des dettes. Par exemple, le personnel de la LINAF lui-même, il avait aussi une ardoise déjà à payer. Donc tout ça, reconstituer, tout ça n'a pas été chose facile, et je pense qu'on a pris beaucoup de temps pour le faire. Serge? Moi, je veux avoir une autre approche. Je soutiens d'abord, tel que ça a été développé. Parlant du retard aujourd'hui accusé sur le paiement de la dette, j'ai envie de voir le côté prestation du cabinet qui a été retenu. Vous savez, quand on parle d'un cabinet international, ça obéit tout de suite à certaines normes. Et lorsqu'on parle de dette, il faudrait bien que tous les éléments soient documentés. Est-ce qu'à ce jour, ce cabinet a entre ses mains tous les documents qui doivent justifier la dette actuelle? Aussi, ça je ne sais pas si vous l'avez constaté, si déjà nous sommes en train de parler des dettes à régulariser, à régler, mais nous repartons vers un cabinet privé, international pour pouvoir étudier, sinon revoir, ressortir la dette réelle. Est-ce que le problème c'est le cabinet? Mais aujourd'hui, un cabinet normalement travaille dans le délai.
lorsque vous contractez un cabinet pour pouvoir vous produire un élément, un dossier, à la fin, il faudrait bien qu'il y ait des délais. Et en sachant que le monde, toute la partie sportive gabonaise est accrochée à cela. Moi, j'avais plutôt pensé qu'on aurait simplement vu avec une autre démarche, par exemple, celle de mettre en place une commission interministérielle qui t'a réglé le problème rapidement. Parce qu'à la fin, parlant de ces cabinets, il faudrait bien débloquer des honoraires. Vous voyez? Donc, on va poursuivre, on va revenir. On va regarder l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports au sujet, bien sûr, de cette question de dette. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Guima, il dit ceci: l'audit de la dette sociale n'est pas encore fini et les arriérés de salaire dus aux joueurs ne sont pas encore arrêtés. Gaëtan Kouka. Écoutez, c'est quand même facile de voir que le ne sera pas respecté, tout simplement parce que la volonté des acteurs est manifeste dans le sens de ne pas vouloir voir le dossier. Alors, cette dette, il faut la comprendre à deux niveaux. Est-ce que ça aura été le ministère qui n'aura pas reversé l'argent au niveau des clubs et que derrière, sur ce fait, les clubs n'auraient pas pu payer les émoluments des joueurs, ou alors le ministère aura reversé de l'argent aux joueurs, aux clubs, et que les clubs n'auraient pas versé aux joueurs. Donc c'est à tous ces niveaux-là. Mais comme disait à juste titre Serge, lorsqu'on prend un cabinet, ça demande des moyens. Nous nous plaignons de ne pas avoir des moyens. Premier élément. Deuxième élément, on a demandé aux gens de verser des pièces comptables justement dans les temps et dans l'espace pour pouvoir régulariser donc, le chronogramme qui avait été établi pour pouvoir respecter le dit chronogramme. Jusque-là, rien n'est fait. Nous sommes sensiblement à 3 semaines, sinon 2 semaines du début du championnat. La dette n'est toujours pas réglée, les problèmes sont toujours pendants. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui, pendant toute la période Covid et pendant qu'on a mis en place un comité de suivi justement du championnat national, qu'est-ce qui a été fait? Voilà pourquoi je parle de l'absence de communication qui devient par devenir absurdissant et qui me donne l'impression que les choses ne sont pas faites dans les normes et dans les règles de l'art. Slange Pambo, vous gardez la main. Je vais vous donner. On repart également avec des explications du ministre, toujours dans le déroulé du chronogramme respecté ou pas. Le ministre, il dit, j'ai expliqué au chef de l'État, c'est lors d'une rencontre avec les présidents des clubs, mais également les présidents de certains joueurs, bien sûr. Il dit, j'ai expliqué au chef de l'État que cette situation sera réglée au terme de l'audit. C'est au cabinet Ernest et Young d'arrêter le montant. Quel que soit le montant, l'État prendra ses responsabilités. Slange Pambo. Je pense modestement que la situation a été rendue possible, et ça, Brice Enengue l'a dit tout à l'heure, la situation a été rendue difficile pour le simple fait qu'il y a évidemment certains partenaires de la Ligue nationale de football qui ont été omis ou oubliés dans le règlement de cette dette-là. Ensuite, parce qu'il y a eu cette forme d'inorganisation au niveau des clubs de première division durant le temps qu'on a joué ce championnat professionnel de football. Vous vous rappelez évidemment que ces différents clubs avaient un cahier de charges auquel qu'ils devraient s'astreindre, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours respecté au pied de la lettre ce cahier de charges-là, ce qui a fait en sorte qu'il y ait cette forme d'inorganisation, notamment sur le plan administratif, d'où la présentation des justificatifs a pris tout le temps qu'il ne fallait pas justement pour finalement handicaper la machine. Je crois que le processus a été lancé. Mieux vaut la fin d'une chose que son début. Voilà, donc je crois qu'il y a un travail qui est fait. Le cabinet Ernst & Young est un cabinet international, comme l'a dit Serge Monguengui, dont on connaît les états de service. Je pense qu'on devrait laisser le travail se faire afin que le résultat soit un résultat abouti. Mais Slange Pambo, les joueurs sont impatients, les footballeurs sont impatients. Le chronogramme n'a pas été respecté. Est-ce qu'il faut avoir d'autres pensées sur cette question, puisque les joueurs également grévistes sont au chevet du ministère de la Jeunesse et des Sports? Il y a plusieurs choses à voir dans cette histoire de non-règlement. Il y a d'un côté le ministre qui dit qu'il est prêt à payer. Et puis, celui qui est prêt à payer vous dit « amenez-moi des éléments qui montrent que vous devez ». Qui amène les éléments? C'est la LINAF, ce sont les clubs. Parce que derrière, ce ne sont pas les joueurs qui apportent des éléments au ministère. C'est à ces deux entités que l'État reverse de l'argent, et ce sont ces entités-là qui doivent payer les joueurs. Alors, comment on se retrouve 4 mois après avec du retard, parce que le cabinet dit n'avoir pas encore tous les éléments en sa possession? Ça veut dire qu'à la LINAF,
qui doit donner tout ce qui est dette au niveau de la part des clubs, la part de ses salariés, la part des prestataires, la gestion des stades. Ça veut dire que la LINAF n'a peut-être pas encore bouclé son processus, ce qui serait aberrant. Ensuite, il y a des clubs qui savent ce qu'ils doivent aux joueurs, mais qui ont du mal aujourd'hui à remonter l'information vers le sommet, vers le cabinet, pour pouvoir être pris en compte. Aujourd'hui, on a annoncé des montants qui ont toujours été contestés. Les associations de footballeurs ont toujours annoncé des montants que les clubs ont refusés, que le ministère dit ne pas reconnaître. Donc, dans ce brouillard, on s'est dit le cabinet était la meilleure chose. C'est vrai que ça nous coûte de l'argent, mais en fait, le problème qui est posé aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'argent pour payer le cabinet, puisque cette partie-là dépend du ministère et que c'est une partie qui sera réglée entièrement par le ministère et ça ne rentrera pas dans la dette qui est déjà consommée. Mais il y a l'adéquation qu'on a aujourd'hui, c'est le problème, c'est le caniveau qu'il y a entre l'information que le ministère attend donc à travers le cabinet et la base qui ne remonte pas l'information, donc et les clubs et la LINAF. Si nous avons bien suivi les propos du ministre, il dit ceci. Aujourd'hui, il intervient pour pouvoir venir en appui aux jeunes citoyens dans cette difficulté. Okay? Donc, à partir de ce moment, la démarche du ministre devient politique. Parce que, logiquement, ce n'était pas à la tutelle de s'arroger de ce dossier. Sinon, les joueurs auraient porté plainte au président du club et autres. Maintenant que la démarche est politique, donc on s'assied autour d'une table et on trouve le juste milieu. Mais il y a eu déjà des assises, il y a eu déjà des gens qui se sont... Parce que la démarche du cabinet aujourd'hui... Le cabinet indépendant. Au niveau de la démarche du cabinet, il faudrait fournir une certaine documentation. Les joueurs, bien sûr. Pour que le cabinet se... Oui, allez-y. Pour que le cabinet se prononce sur le montant de la dette réelle. Les joueurs concernés ont fait un tour, après toutes ces discussions, après avoir écouté Franck Nguema, ministre de la Jeunesse et des Sports. On va suivre la déclaration de ces joueurs grévistes qui sont toujours au piquet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces joueurs disent « Le cabinet nous a dit que le problème vient de certains présidents des clubs qui, jusqu'à ce jour, sont incapables, c'est leur terme, de présenter les justificatifs. » Qui présente les justificatifs? Monsieur Slange Pambo, la LINAF, président des clubs, puisque la LINAF avait déjà présenté. Brice Linengue a tout dit, il a été très clair, il a bien résumé la situation. Mais ce sont les clubs qui doivent présenter les justificatifs, puisque c'est eux qui reçoivent l'argent de la part de la Ligue nationale de football et c'est eux qui sont censés payer les joueurs. Donc, les clubs doivent présenter, à la limite, à la LINAF, ces justificatifs. La LINAF, elle, qui les remonte au cabinet. La comptabilité des clubs. La comptabilité des clubs devrait savoir quels sont les joueurs qui étaient sous contrat avec ces clubs-là à la période recherchée. Donc les clubs savent que moi j'ai recruté 30 joueurs, je n'ai pas pu payer les 30 joueurs parce que vous ne m'avez pas reversé de l'argent à temps. Et vous m'avez versé 500 millions, il m'en fallait 700 par exemple. Donc il me manque 200 millions pour payer une liste des joueurs déjà prédéfinis. Moi, je pense que si les clubs ont une comptabilité bien suivie, ces informations ne devraient pas être... En fait, on ne leur demande pas d'apporter des factures. Ce n'est pas tant une facture qu'on demande, facture d'une dépense qu'on demande, mais il faut pouvoir justifier que les joueurs qui disent avoir des dettes dépendraient de ces clubs-là. Quels sont les contrats que ces joueurs-là ont signés avec ces clubs, combien ils devaient recevoir, combien ils ont reçu, combien il reste. C'est la somme de ces choses-là qu'il faut faire et remonter aujourd'hui au niveau dans la déclaration des grévistes, des joueurs grévistes, ils poursuivent, ils disent au cabinet, ils sont prêts à boucler ce dossier. Si le ministre interpelle ces présidents des clubs, ils ont l'impression que certains présidents des clubs ne veulent pas que nous recevons cet argent. Monsieur le ministre, prenez vos responsabilités. Donc, les joueurs comprennent désormais que leur véritable problème, leur véritable souci, le véritable caillou dans la chaussure, c'est certains présidents des clubs. Non, il y a d'une part les présidents des clubs, il y a d'une part la Ligue nationale de football professionnel, il y a d'autre part le ministère. Pourquoi je le dis? Il ne faut pas oublier que nous sommes là dans le cadre du championnat professionnel. Il avait été dit à cette époque, et pour avoir lu la convention qui les liait, que les clubs devaient être structurés et que la LINAF devait garder de part de vers elle des copies des contrats de joueurs justement pour avoir une traçabilité sur les contrats de joueurs. Donc si aujourd'hui les clubs ont du mal, parce que de manière délibérée, les présidents de clubs ne veulent pas remonter l'information parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, mais la LINAF devait sortir des documents en copie. Pourquoi la LINAF ne présente-t-elle pas les documents comptables justement à
au cabinet d'audit pour pouvoir faire un travail probant. C'est à ce niveau. Donc, vous voyez qu'à toutes les échelles, il y a une complicité qui ne dit pas son nom, tout simplement parce que nous ne voulons pas sortir des documents de telle sorte que les gens, le monde entier, puissent se rendre compte de la mauvaise gestion et que les gens soient comptables justement de cette passivité sur le plan financier. Maintenant, à quel niveau, puisque les joueurs interpellent le ministre de la Jeunesse et des Sports, ils savent désormais que le ministre n'a rien à voir. Le ministre l'a dit plusieurs fois. À quel niveau le ministre peut intervenir pour sommer au président de club, à certains présidents de club, d'aller plus vite, de présenter les documents demandés? Du ministère, il nous souviendra que certains présidents de club ici ont fait des déclarations selon lesquelles l'État n'avait pas payé. Donc, qui dit État, dit le ministère. C'est pourquoi je disais qu'il fallait voir, il fallait justement regarder autour de ces trois éléments pour savoir effectivement d'où sort la faute. Parce que si l'État ne reverse pas de l'argent au club, les clubs ont du mal à payer les émoluments du joueur. C'est pourquoi je dis, c'est une investigation, tout le monde devait parler franc jeu, de telle sorte que nous puissions voir clair. A priori, les présidents du club ici disent, à un certain niveau, l'État nous a plus reversé la main de l'État. À partir de ce moment, nous sommes dans l'incapacité de verser les émoluments aux joueurs. Et d'un certain côté, l'État dit, moi j'ai versé, moi ma quote-part au club et que c'est le club qui n'ont pas. Donc, je pense que tous les éléments comptables devraient participer justement de l'éclairage de ce dossier. À partir du moment où il y a des zones d'ombre, après 6 mois, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de ne pas vouloir faire aboutir le dossier. La responsabilité de l'État est engagée, c'est l'État qui sort de l'argent. On ne va pas dédonner l'État dans cette procédure, puisqu'il appartient à l'État quand même de contrôler l'argent que nous mettons à disposition d'une tierce personne pour une dépense quelconque. Il nous appartient de vérifier. Maintenant, ce qu'on demande au club aujourd'hui, c'est justement de dire qu'est-ce que l'État vous doit, qu'est-ce que l'État vous a donné réellement, qu'est-ce que l'État vous doit et pour payer quel joueur. Parce que le problème aujourd'hui, c'est à ce niveau. L'État veut payer, mais l'État paye qui et comment? L'État ne peut pas aujourd'hui vous dire, bon, nous vous avons promis 1 milliard, on vous envoie 1 milliard. L'État a besoin de savoir que, le ministère principalement a besoin de savoir que si j'envoie 500 millions, c'est pour payer un joueur ou 2 ou 3 ou 4 qui étaient en contrat avec ces clubs-là. Les clubs peuvent remonter les contrats, même si le contrat n'a pas été signé, comme très souvent nous ne signons pas les contrats, même si le contrat... Mais le club sait quel joueur il a utilisé. Et si ce joueur n'était pas sous contrat, vous ne l'avez pas payé, l'État vous a promis 500 millions, il ne vous en donne que 200, vous savez que l'État vous doit 300 millions. Remontez l'information à l'État pour que... Aujourd'hui, le problème, c'est que, d'après les joueurs, si on en croit le collectif, les présidents de clubs, pour certains, refusent de remonter l'information. Là, on n'est même plus au niveau de l'État. Ça veut dire que c'est une volonté des présidents de clubs de ne pas faire bouger les choses. Et puis parce qu'ils cachent derrière... Les partis ne s'accordent pas sur le montant exact. Les partis ne s'accordent pas sur le montant exact. Ça, là aussi, il y a un véritable problème. Dans ce cas, comment contourner cette difficulté? C'est l'interrogation qu'on se pose. Le dossier aujourd'hui est saisi par la tutelle. Ce n'est plus un dossier qui obéit à une procédure juridique pour dire que nous avons signé un contrat, voici les dispositions. Non. Maintenant, le ministre vient avec une décision politique. À partir du moment où il va avoir une idée de la dette, c'est pour après certainement arrêter un protocole. C'est-à-dire, écoutez, si c'est, je dis n'importe quoi, si la dette est avérée à hauteur d'1 milliard, bon écoutez, moi je peux vous donner tant. Oui. Je crois que c'est dans ce sens-là, c'est pour pouvoir orienter, disons, son arbitrage. Mais je ne veux pas ici penser que si la dette est arrêtée à un certain montant, ce serait exactement ce montant-là qui sera reversé aux bénéficiaires. Moi, je ne pense pas. Slash Pambo, on va écouter le président de l'association des clubs de 1 et de 2e division, Landry Nkeyi. Il dit l'État a dit qu'il va payer. Vous n'allez même pas lui mettre le couteau à la gorge. Vous n'allez quand même pas lui mettre le couteau à la gorge pour s'acquitter de la dette. Il faut que les joueurs fassent preuve de patience. Landry Nkeyi. Écoutez, on est dans... Votre silence sur le plateau m'inquiétait. on a comme l'impression qu'on est dans une forme de marché de dupes par rapport à la gestion de cette crise-là qui s'écoule au monde du football via cette grève de la faim, si on peut la qualifier ainsi, lancée par ces footballeurs de 1e et 2e division du Gabon. Après, ce sont nos propres turpitudes qui nous rattrapent, évidemment. Parce qu'on a fait, évidemment, on est tous d'accord que s'il y avait eu un gendarme qui avait été gendarme, une structure dédiée pour la
pour la gestion qui ferait le gendarme justement pour voir comment est-ce qu'on utilisait ces différentes subventions mises à la disposition de clubs parce qu'un sou est un sou, je ne pense pas qu'on serait là. Ce sont des structures qui existent dans certains pays, notamment dans les pays développés comme la France. Vous le savez très bien évidemment, qui permettent à ce que la gestion des fonds qui tournent autour du football, notamment les championnats professionnels, ces fonds-là soient gérés de façon efficiente sur la base d'un certain respect de l'orthodoxie financière par rapport à l'utilisation des fonds mis à la disposition de clubs. Chez nous, ça n'a pas existé. On a même l'impression que ça a été fait exprès, qu'il n'y a pas ce genre de structure qui existe là pour voir clair dans l'utilisation des fonds qui sont mis à la disposition de clubs de première ou deuxième division. Mais non, souhaitons-le. Je crois que... quel est l'intérêt d'un président de club à ne pas pouvoir justifier pour payer le joueur qui a utilisé? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de ce président de club? Vous vous rappelez de l'anecdote de Brice Idengue il y a quelques semaines sur ce même plateau qui parlait d'un président de club qui s'était acheté un véhicule avec les fonds qui avaient été mis à sa disposition? Oui ou non? C'est dans l'intérêt justement des présidents de club de faire ce qu'ils veulent. Le complément de M. Pambo pour dire ceci. Il faut d'abord rappeler que la dette date de 2012. On parle de 2012 à ce jour. Donc ça fait sensiblement 10 ans. Et 2012, nous parlons du championnat professionnel où l'État a englouti près de 40 milliards, soit 5 milliards par saison. D'accord? Sous la base d'un cahier de charges. Et le dit cahier de charges, pour répondre à l'interrogation de M. Pambo, dans le dit cahier de charges, il avait été clairement mentionné, et je sais ce que je lis parce que j'ai parcouru le contrat-programme et je l'ai, que la Ligue nationale de football devait jouer le gendarme pour s'assurer de la bonne exécution du dit cahier de charges. Les clubs devaient s'assurer d'avoir des sièges, des petites catégories, la bancarisation. Nous revenons sur les mêmes choses. C'était de la compétence, donc la prérogative de la LINAF. Si nous nous retrouvons là, c'est parce que la LINAF n'a pas joué justement le rôle de gendarme. Et c'est la même LINAF à qui aujourd'hui, dans les nouvelles conventions, à qui on remet les mêmes attributions. J'ai envie de comprendre le bon sens. La déclaration du président de l'association des clubs de première division est pour moi claire. Il dit l'État est prêt à payer, les joueurs patienter, mais nous n'enverrons pas rapidement vos justificatifs au niveau de l'État pour qu'on vous paye. Donc, même si l'argent est disponible aujourd'hui, tant que, plus que l'État dit, nous on attend de savoir ce que nous on doit réellement pour payer. Ouais. Parce qu'on ne va pas dire à l'État de payer sans que l'État ne sache qu'est-ce que l'État doit payer. Donc, l'État dit, qui je dois payer. Et qui je dois payer. Donc l'État dit, dites-moi qui je dois payer et combien je dois payer. Mais qui doit le dire? La LINAF, les présidents de club. Ouais. Que fait la LINAF? Silence radio. Non, la LINAF a déjà justifié. Oui, mais Gaëtan soulevait un point important. C'est la LINAF qui reversait l'argent au club. Donc la LINAF sait ce qu'ils ont reversé, ce qu'elle a reversé au club et combien il reste à reverser au club, qui devrait constituer la dette. Donc la LINAF peut faire ce travail-là, mais malheureusement, elle ne peut pas le faire. On redescend le problème au niveau des présidents de club. Les présidents de club, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent patienter. Donc le problème est entier. Les présidents des clubs. Pour moi, la solution va être pourtant simple. On demande au cabinet simplement d'arrêter les comptes à ce qui est disponible. On paye cela et les autres partiront à perte et profit. Pourquoi perte et profit? Parce que si vous ne voulez pas justifier, c'est qu'il n'y a rien à justifier. C'est qu'on ne peut pas prendre en compte votre dette puisqu'elle n'existe pas. Exactement. Vous n'avez pas justifié. Donc on met ça en perte et profit. Mais l'État, sur la base du contrat programme, l'État n'est même pas obligé de payer. Parce que l'État aujourd'hui peut narguer juridiquement que je vous ai donné de l'argent sur la base d'un contrat qui n'a pas été respecté, donc par conséquent, je rends mon contrat et je ne vous dois rien. Et les clubs vont se débrouiller avec les joueurs. Mais l'État ne veut pas arriver à un bras de fer qui ne sert pas les intérêts de tout le monde. L'État accepte de payer, mais pour que l'État paye, il faut lui dire qu'est-ce qu'on doit payer. Merci, messieurs. Vous avez donné vos avis. La responsabilité revient au club de première division, la LINAF et le ministère, pour essayer de régler cette dette, sachant très bien que le National Foot débute le 14 mai, dans 2 semaines seulement, pour que ce National Foot se déroule dans les très bonnes conditions. On va aborder le deuxième sujet de cette émission. Vous le savez, notre pays, le Gabon, ne participera pas, n'ira pas en Algérie au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Brice Idengue, vous avez parfaitement connaissance du dossier. Serge Mongenguis, Lange Pambo également. Je ne sais pas si Gaëtan Kouka est au courant du monsieur. Je vais d'abord vous faire regarder ce tableau, petit récapitulatif au niveau des équipes de zone 4 de UNIFAC,
qui vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations de football du CHAN, bien sûr. Il s'agit du Cameroun, Centrafrique, Congo, République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et le Tchad. Le Gabon n'y figure pas, l'Égypte n'y figure pas, l'Algérie également. Messieurs, focalisons-nous d'abord sur le Gabon. Il se murmure, est-ce que le Gabon a été sanctionné? Est-ce que la Fédération gabonaise de football n'a-t-elle pas présenté le dossier du Gabon? Toute la question est posée. Silence Pambo. Écoutez, je n'ai pas envie de dire que je tombe comme un cheveu dans la soupe en ce qui concerne cette actualité-là. Les informations à ma disposition ne permettent pas de pouvoir mettre en relief un développement efficient. Je pense peut-être que Brice, qui est qui au fait de ce dossier, peut éclairer notre lanterne autour de la table. Non, mais je suis le dossier, je suivais le dossier déjà depuis parce que je me demandais toujours si le Gabon allait prendre part à... Mais en fait, il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas dire que le Gabon n'ira pas en Algérie parce qu'on ne s'était même pas encore qualifié pour y aller. Plus que, il faut d'abord jouer les éliminatoires, sortir les éliminatoires pour aller... Les éliminatoires, on parle bien qu'on ne jouera pas les éliminatoires. Voilà, on ne jouera pas les éliminatoires. La raison est simple, c'est que nous n'avons pas de championnat pour la 3e saison. Contrairement à l'équipe A, où le sélectionneur peut aller prendre des joueurs qui évoluent à l'étranger, ce championnat est supposé n'avoir, enfin, pas supposé, ce championnat ne prennent part à ce championnat que des joueurs qui évoluent sur le plan local, le plan domestique. Malheureusement, le plan domestique, quel que soit le sélectionneur aujourd'hui, il sera incapable de faire une sélection parce qu'il n'a vu personne jouer depuis 3 ans. Et donc, dans cet ordre-là, la fédération s'est jugée incapable de présenter, d'inscrire l'équipe du Gabon au CHAN. Parce que nous ne sachons pas quand le championnat allait redémarrer. Est-ce qu'on aurait eu le temps de faire une sélection? La fédération a joué la carte de la prudence pour ne pas inscrire le Gabon. Donc, on retient que c'est la fédération gabonaise de football qui n'a pas inscrit le Gabon. La question quand même, je voudrais vous poser, il n'y avait pas de championnat lorsque Bouenguidi et Manga Sport participaient à la Ligue des Champions, à la Coupe de la CAF. La différence, c'est que Bouenguidi est un club. Bouenguidi est un club, donc un club a une structure, a des joueurs connus, mais la sélection, comme ça se dit, il faut aller prendre les joueurs dans tous les clubs et des clubs qui ne jouent pas. Là il y a la grande... Manga a joué la Coupe d'Afrique parce que Manga est un club. Manga peut faire des entraînements, Manga a un coach qui peut avoir des matchs pour préparer l'équipe. La sélection nationale, le coach doit regarder les meilleurs joueurs des équipes pour pouvoir constituer l'équipe. Malheureusement, quel coach aujourd'hui est capable de nous constituer dans notre brouillard actuel? Quel coach est capable de nous composer une équipe? Personne. Gaëtan. Non, simplement dire que c'est quand même fantastique de constater que même des questions de bon sens, nous devons spéculer. Et à partir de ce moment, il n'y a pas meilleure explication que celle développée par M. Nengue. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de représentant au CHAN. Et c'est clair. Donc, c'est encore une fois le Gabon qui est banni parce que nous refusons d'organiser les choses et que nous ne pouvons pas, de ce point de vue, pointer le doigt sur la Fédération gabonaise de football. Serge Bouguengui. Serge, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une idée de dire que Manga Sport a participé au championnat? On peut prendre quelques jours du côté de Manga Sport, côté de Bouenguidi également, pour essayer d'inscrire, parce que le CHAN aussi, il faut le rappeler, c'est l'occasion pour ces joueurs locaux de se faire connaître, de s'identifier, de se faire connaître. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas cette possibilité-là aussi C'est vrai que, partons du principe que le football n'est pas un sport de mérite. On peut se lever un bon matin, regrouper des personnes, des joueurs, et aller faire un résultat, mais qu'on ne pourra pas répéter si seulement le temps nous le permettait. Je voudrais plutôt revenir sur ce qui s'est passé en 2017. Je crois que notre équipe nationale avait déjà la fédération avait renoncé à la participation de cette équipe lors de la phase éliminatoire en 2017 contre la Guinée équatoriale. À l'époque, je crois que c'était le ministre Assélé qui était responsable. Ouais, c'est elle qui avait pris cette décision. La raison... avait refusé. Parce qu'il n'y avait pas championnat, oui, bien sûr. Déjà, même sur cette base, la fédération inscrit, on a bien retenu ici que tout ce qui concerne l'élite, c'est la tutelle, c'est-à-dire l'équipe nationale et autres. Donc, si la fédération avait inscrit l'équipe nationale à cette compétition, de facto, c'est le ministère qui avait donné son accord. Maintenant, il y a eu un renoncement simplement pour une raison d'impréparation. Nous étions déjà en 2017. C'est vrai, nous avons tous crié sur la dame de l'époque, comme quoi, bon, elle avait été un peu plus rigide. Mais aujourd'hui, combien d'années plus tard,
nous sommes encore dans le même cas de figure. C'est vrai qu'avant, le terme c'était impréparation, mais aujourd'hui, non-activité, même si nous avons eu un cas de force majeure en 2019 avec la pandémie, mais lorsque la pandémie arriva, les conditions difficiles existaient déjà. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est simplement que c'est la résultante des éléments que nous n'avons pas pu agencer sur le plan du développement du foot depuis 2017. On revient, on va regarder ce tableau qui présente les 3 éditions organisées où le Gabon n'a peut-être pas été. En 2018, le Maroc a organisé, le Gabon n'y était pas. Cameroun 2020, le Gabon n'y était pas. En Algérie également en 2022, le Gabon n'y sera pas. Non, ça commence. Ouais. L'équipe était inscrite pour la compétition 2018. On devrait simplement jouer un match contre la Guinée équatoriale, en aller-retour. Malheureusement, le ministère qui est gestionnaire financier des équipes n'avait pas débloqué, avait décidé de ne pas mettre les fonds à disposition parce que pour le ministre, l'équipe n'était pas bien préparée. Donc il fallait tout annuler. Malheureusement, les conséquences ont été claires. On a été sanctionné on a été absent pour l'édition 2018 et 2020. Là, on parle pour l'édition 2022. Si nous inscrivons une équipe et que nous ne pouvons pas assumer, on sera exclu pour 2022, 2024 et on ne pourra prétendre qu'au CHAN 2026. C'est un risque que la fédération n'a pas voulu courir. Il vaut mieux annoncer déjà parce qu'en fait, après vous n'êtes pas sanctionné. Vous n'êtes pas sanctionnable quand vous n'avez pas inscrit votre équipe, contrairement à ce qui se dit. On ne peut pas exclure quelqu'un qui n'était pas déjà inscrit à la compétition. Donc là, on a la chance que si notre championnat reprend normalement cette année et qu'on est sûr qu'il ne va pas s'arrêter dans les prochains mois, peut-être que le sélectionneur national de l'équipe B aura de quoi faire pour pouvoir préparer l'édition 2024. Il existe qui? Il existe bel et bien, le sélectionneur de l'équipe B. On va lire cet article de la Confédération africaine de football au sujet de l'absence des équipes engagées au CHAN, bien sûr. Article 59. Toute fédération qui déclare forfait après le début des matchs ne sera pas autorisée à participer à l'édition suivante. Ben, c'est ce que Brice a si bien résumé. C'est-à-dire que si on n'est pas engagé dans ces éliminatoires pour le CHAN 2022, ben, on ne sera pas sanctionné puisqu'on ne sera pas sur le coup de cet article 59-là. Après, il va falloir aller un peu plus loin dans les articles pour savoir exactement ce qui se cache derrière. S'arrêter, ne serait-ce que sur cet article, ce serait un peu précipité et prématuré de ma part. Après, vous voyez, de tout ce que nous avons soulevé comme débat, se pose une question centrale, c'est la question de l'harmonisation. Apparemment, à tous les niveaux, nous n'harmonisons pas. Non seulement l'harmonisation est due au fait de l'absence de communication. La fédération s'engage sans que le ministère ne se reconnaisse. Absence de priorité même. D'abord, absence de communication, absence de priorité, si vous voulez. Parce que je n'ai pas compris. C'est quand même des générations qui se détruisent, la Monsieur génération des joueurs. Il y a un travail de synergie. Il y a un travail de synergie qui doit être fait. C'est pourquoi je dis nous ne pouvons pas nous avancer dans certaines communications tant qu'on n'a pas plus de garanties par rapport à certaines options. J'ai comme l'impression que les uns veulent livrer les autres. Parce qu'apparemment, c'est une petite guéguerre que les gens se livrent. Bon, moi, je fais ce que j'ai à faire. Si l'autre ne fait pas, ça ne m'engage pas. Mais après, d'ailleurs, on oublie que c'est tout un État, c'est toute une république qu'on engage dans une décision. Mais quand l'État, au nom de l'état d'urgence, évidemment, qu'on est en phase avec l'État, quand l'État décide d'instaurer l'état d'urgence par rapport à l'arrivée sur le sol de la Covid-19, l'État prend sa responsabilité en tant qu'État, parce que bon, pour l'État, il faut éviter que la population soit dans sa majorité victime de la pandémie. L'État prend cette décision de mettre en parenthèse la pratique du sport. Mais après, l'État, évidemment, avec les techniciens, donc les responsables des fédérations doivent bien réfléchir au nom de la synergie dont vous parlez, M. Kouka, bien réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour éviter justement que la situation ne soit critique. Parce qu'on a bien vu que tous les pays du monde ont été frappés par la pandémie. Mais on a bien vu qu'il y a certains pays qui ont repris les compétitions bien avant le Gabon. Ça veut dire qu'on aurait pu oser avoir le courage de dire on va mettre en place tous les mécanismes qui fassent en sorte qu'on reprenne le sport, notamment le football, en respectant les mesures sanitaires. Donc, les matchs qui se jouent dans des stades où il n'y a pas de spectateurs, où on se lave les mains, il y a les gels hydroalcooliques, etc. etc. Monsieur Pambo, le Togo a joué le CHAN au Cameroun sans championnat. L'équipe du Togo a joué le CHAN
sans championnat au Cameroun. Ça, c'est le Togo. On a pris la décision de sacrifier Non, des c'est une générations de information quand footballeurs. même... Le problème c'est qu'au-delà de tout ce que nous disons, parce que là, nous faisons pardonnez-moi, dans la littérature, mais c'est toute une génération de footballeurs que nous sommes en train de sacrifier. D'accord? Au nom de je ne sais quoi, oui, M. Pambo, il y a l'état d'urgence. L'état d'urgence dans le pays, et justement, le gouvernement prend ses responsabilités. Mais après, derrière, je dis, lorsqu'il s'agit de prendre un certain nombre de décisions, pourquoi on ne s'accorde pas avec toutes les parties prenantes, notamment la fédération et tout le reste? Il aurait dû être courageux. Courageux. Il fallait trouver le juste milieu, soit. le bon équilibre. Justement, Le ministère a pour organe technique la fédération. Donc, avant de prendre une décision, on consulte le technicien pour dire, sur tel plan, voilà ce que je souhaiterais faire, qu'est-ce que tu en penses? C'est pourquoi je parle d'absence d'harmonisation. Donc, aujourd'hui, le football gabonais souffre de l'absence d'harmonisation de la part de ses dirigeants, quel que soit le bord. C'est bon, ça va? On peut poursuivre? Sur cette question d'harmonisation, bon, je vais un peu relativiser parce que vous vous rappelez lorsque l'équipe s'est qualifiée pour la CAN au Cameroun, dernièrement. Oui. Au départ, le championnat était déjà suspendu. Partons du principe quand même que c'était judicieux d'avoir pensé qu'on pouvait constituer une équipe nationale avec des expatriés, d'où le choix qui avait été arrêté, au détriment disons des locaux. Mais c'était bien pensé, puisque le pays avait toujours de la visibilité sur le plan international. Parce que c'est ça, en fait, quand on parle de gouvernement ou de la tutelle, c'est plus de la visibilité. Et en cette période de pandémie, où il était donné à chaque institution d'arrêter une stratégie et un choix de gestion, le choix qui avait été arrêté était celui de donner de la visibilité plus sur l'extérieur. Donc, dans ce cas, à partir de ce moment, c'était un choix. Donc, moi, je ne parlerai pas de... Oui, comportement exceptionnel. Oui, bien sûr. Simplement. Sur le coup, le choix n'était pas bon. Pour moi, le choix n'était pas bon pour la simple et bonne raison qu'on a bien vu, évidemment, qu'il y avait des mesures restrictives, notamment ce qui concernait les regroupements de personnes. Mais on a bien vu que dans les grandes surfaces, dans les grands marchés, il y avait du monde qui grouillait. Donc, ce n'est pas parce qu'on va pratiquer le football dans un stade, dans un match à huis clos, c'est bien ça? Ouais. À huis clos, en mettant en place un ensemble de mesures restrictives pour casser la chaîne de contamination, qu'on aurait fait exploser le nombre de personnes contaminées à la Covid-19 au Gabon. C'est tout. Il fallait être courageux, c'est tout. Comme certains pays l'ont fait pour reprendre la pratique du football. Merci beaucoup, Solange Pambo. On retient que nous avons rendez-vous en 2026, non? Non, on va jouer les éliminatoires pour 2024. Oui. On n'est pas encore perdu, on puisqu'on ne sera pas sanctionné pour 2024. Voilà. Sauf si vous nous prévoyez déjà une sanction pour 2024. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, je n'ai pas dit ça. Notre championnat, la saison 2022 et 2023, nous permettront certainement d'avoir une bonne équipe qui nous permettra de jouer les éliminatoires de l'édition 2024 en toute quiétude. Avec l'espoir qu'entre-temps, le championnat ne s'arrête pas pour absence de financement. Monsieur Inengue, nous sommes là dans le cadre des spéculations, attendant que le championnat démarre le 14. Non, il faut vous mettre en cause le fait que le 14... Non, il y a encore des problèmes qui sont pendants. Non, l'annonce a été faite, le championnat démarre le 14. Monsieur Bekale, parlons d'annonce. Vous avez sorti tout à l'heure sur l'écran un chronogramme d'activité. A-t-il été respecté? Non. Donc, c'est l'ordre des spéculations. Bon, on ne savait pas pourquoi ça n'a pas été respecté. Nous spéculons que le championnat va reprendre le 14, entendu qu'il y a encore des problèmes qui sont pendants, qui n'ont pas été réglés. Sauf si vous voulez me dire qu'on fera fi de tout ça et on va démarrer le championnat. Surtout qu'au-delà de la dette due aux footballeurs, il y a également le général Assélé qui a été clair. Hein. S'il n'est pas payé, non, il a été reçu un jeudi au cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout est réglé. L'homme attend seulement qu'on verse un peu de pognon et puis tout est parti. Non, mais c'est son plein droit. Non, c'est son plein droit, c'est normal. Mais il réclame de l'argent. Il réclame de l'argent. Il réclame de l'argent. Si le ministre a satisfait... Nous sommes au stade de spéculation. Tout ça qui fait partie de la dette. Voilà, comme on a pu utiliser le stade. La LINAF doit connaître... Les gars, nous sommes pris par le temps. On va aborder le dernier sujet de cette émission. Le dernier sujet, nous parlons de l'absence de l'arbitrage. Le Gabon sur la touche, vous le savez. Les arbitres, depuis un bon bout de temps, on constate l'absence des arbitres au niveau des compétitions sur le plan international. Qu'est-ce qui peut justifier l'absence des arbitres? On va regarder ce petit tableau, un passé satisfaisant, du moins que nous avons relevé au niveau un peu de ces arbitres-là. On voit Jean-Fidèle Diramba, Pierre-Alain Mungengi, Olivier Youssouf Mbera,
Il y a Samuel Kwanda, il y a Jean-Bar Médou, il y a Eric Otogo et bien d'autres également, ceux qui ont fait la fierté, bien sûr, de l'arbitrage, un tant soit peu, de notre pays. Un avenir inquiétant. Un autre cas de figure également, un avenir inquiétant. Vous avez Pierre Ghislain Acho, vous avez également Anaël Vary au mandat. Le reste pourra peut-être suivre. Quel constat, quelle analyse que vous faites de l'absence répétitive, bien sûr, de ces arbitres-là à des compétitions sur le plan international après l'arrêt d'Eric Otogo? Gaëtan Kouka, on va commencer par Gaëtan Kouka. Il me fait souvent le reproche. Non, non, du tout. Je ne fais aucun reproche, simplement des observations. Vous savez, il y a une commission des arbitres au niveau de la Ligue nationale de football et au niveau de la Fédération gamoise de football. Et je crois que c'est notre frère Olivier Mbera qui est aujourd'hui instructeur CAF, donc justement pour la formation des arbitres. Et à ce fait, sans risque de me tromper, je pense que nous avons 18 arbitres FIFA. Nous en avons donc 13 FIFA, 12 fédéraux, 15 interligues et 18 ligues. D'accord? Vous savez qu'il y a quand même une structuration. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait pas une continuité, justement, donc en termes de présence des arbitres, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique, et même, parlons du Tchad, mais c'est simplement, la qualité. Donc, quand je parle de qualité, c'est la qualité du championnat qui met en évidence, justement, non seulement les athlètes, le niveau d'indice du championnat, mais également l'arbitrage. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons 13 arbitres FIFA, donc qui sont aptes à pouvoir officier, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui manque? Simplement un championnat bien structuré et des paramètres objectifs qui peuvent amener justement la commission à dire nous proposons tel arbitre à la CAF au regard justement de ses prestations au niveau national, donc au niveau du championnat. Donc en l'absence de championnat et en l'absence de critères objectifs, on va toujours se trouver dans cette configuration parce qu'à l'épreuve de fait, nous sommes plus dans des considérations humaines que dans des considérations en termes de critères inscrits par la CAF et par la FIFA. Président Dengue, les arbitres gabonais ont été absents au Cameroun. Ils ont été absents en Égypte, en Algérie. Non, Eric Otogo était en Algérie, mais ils ont été absents également à la Coupe d'Afrique des femmes. À la Coupe d'Afrique des femmes. Au Mondial également, ils seront absents. Ils seront également absents à la Coupe d'Afrique des femmes qui va s'organiser du côté du Maroc. Oui, c'est l'absence de qualité. Ouais. Aujourd'hui, Gaëtan vient de le dire. Si vous n'avez pas le championnat qui permet de mettre en valeur ces acteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus que de temps en temps des tests à passer dans certains séminaires pour pouvoir monter en grade, pour pouvoir réactualiser leur connaissance. Mais en fait, après, la pratique n'est plus la même. Un bon arbitre ne se crée pas du jour au lendemain. Un bon arbitre, c'est comme un bon joueur. Vous pouvez avoir un très bon aujourd'hui et ne pas en avoir sur 10, 15, 20 ans parce que la qualité n'est pas toujours la même. Mais dans une génération bien donnée, vous aurez une étoile qui va naître et qui va briller. Et c'est ce qu'on constate. On a eu la période où on avait Diramba, Mungengi, Mbera, Otogo qui vient de prendre sa retraite. Vous avez oublié dans le tableau Biogé aussi. Oui. C'était des arbitres de renom, mais qui n'ont pas toujours de remplaçants qu'il faut. Et puis, les arbitres, je veux me faire descendre aujourd'hui parce qu'ils vont m'écouter, mais ils passent plus de temps à faire des palabres entre eux qu'à organiser leur profession. Il n'y a pas une corporation du football national qui a autant de palabres que les arbitres. Ils se bagarrent, ils sont devenus comme des carnivores, ils se dévorent entre eux. Ils ont créé 2 blocs qui font que les blocs se mangent les uns les autres. Et aujourd'hui, ça ne peut pas entraîner la sérénité. Les arbitres ont même peur de se fréquenter aujourd'hui parce qu'ils se disent que tel est de tel bord, moi je suis de l'autre bord. Ça, c'est assez inquiétant. Quand vous regardez, vous suivez le football, vous savez de quoi je parle. Et tout le public doit savoir. Et vous avez aujourd'hui un manque criard de structure de formation. L'école Jules Marius au Walele, qui était notre académie de formation des arbitres, qu'est-elle devenue aujourd'hui? Je ne sais même pas si, quand elle a ouvert les portes pour la dernière fois. Si vous n'avez pas de structure, si vous fermez toutes les structures qui nous ont permis d'avoir les bons arbitres que nous avons eus, après on les forme comment? On se contente de regarder des petits matchs de quartier, regarder quel arbitre est supposé bon, et puis l'amener en ligue, puis après il va monter, mais sans support derrière. Je pense que dans les formations, il faut absolument qu'on évite d'oublier les arbitres volontairement, parce que j'ai l'impression que ce métier-là est complètement abandonné. Serge Mungengi, au niveau de l'arbitrage, comment vous voyez aujourd'hui l'absence de ces arbitres sur le continent Bien, c'est triste. Est-ce que cela n'interpelle pas quand même? Oui, ça interpelle, mais les arbitres font partie de la même chaîne, hein, en tout cas.
Tout à l'heure, on parlait des acteurs principaux qui sont les footballeurs, les joueurs. Aujourd'hui, on parle des arbitres. Demain, ce serait peut-être les dirigeants de foot. Vous voyez? Donc, le fait de ne pas être sur le terrain, le fait de ne pas pratiquer l'activité, de facto, tous ceux qui sont considérés comme acteurs vont se faire auto-exclure. Aujourd'hui, on parle des arbitres. Si seulement un monsieur comme Eric Otogo a dû tenir le coup, je pense que c'est par rapport aux acquis qu'il a dû emmagasiner pendant la période où l'activité était régulière. Quelqu'un disait que l'absence de nos arbitres à l'international se due aussi à la qualité de la prestation de nos arbitres qui étaient d'abord là. Leur absence aussi, ça peut justifier. Si on constate par exemple que Eric Otogo n'a pas trop fait d'affaires, il y aurait un coup. Pierre Acho qui arrive, si on constate que Pierre Acho n'a pas fait l'affaire, il y en aurait un coup également. Si Anel, je crois que le constat a été très bien fait par mes trois collègues autour de la table qui ont très bien résumé la situation. Dans les années 80, on était quasiment une fabrique de bons arbitres. Et Gaëtan rappelait Bioguek, monsieur Bioguek, qu'on n'avait pas mis dans votre liste. On avait une fabrique de bons arbitres parce qu'on avait un excellent championnat de première division qui attirait même des joueurs africains internationaux dans leur pays qui venaient jouer au Gabon. C'est-à-dire que vous êtes Nigérian, vous jouez au Gabon, vous êtes titulaire avec les Green Eagles. Vous êtes Ghanéen, vous êtes titulaire avec les Black Stars, vous jouez au Gabon. C'était un championnat de haut niveau. Donc le niveau de l'arbitrage était en phase avec la qualité du championnat, la qualité des footballeurs qui jouaient également. Après, les arbitres gabonais ont porté haut le flambeau du football gabonais avant même les footballeurs, parce que Jean-Fidèle Diramba a disputé une finale de Cannes en 1990. Oui, mais après Jean-Fidèle Diramba, il y a Pierre-Alain Monguengui. Oui, après Eric Otogo, il n'y a plus. Oui, il n'y a plus, mais on rappelle que les arbitres gabonais ont hissé haut le vert jaune bleu, ce que les Panthères de Gabon n'ont jamais fait. Diramba a disputé une finale de Cannes en 1990. Mais c'est pourquoi on vous demande, est-ce que la génération d'Eric Otogo, la génération... Brice l'a dit, l'a résumé, c'est un problème important. Il y a eu après deux grandes écoles. L'école d'Iramba, l'école Pierre-Alain Monguengui. C'est ce que Brice a dit autrement. Non, il n'y a pas l'école Eric Otogo. Non, mais Otogo a été formé par Monguengui. Mais attends, même s'il a été formé, lui également, Eric Otogo également doit léguer les deux figures titulaires de l'arbitrage au Gabon, c'est Jean-Philippe Diramba, Pierre-Alain Monguengui. Et Pierre-Alain Monguengui a beaucoup fait dans la formation. Après, Brice a raison, il faut... bénéficie de la formation de l'académie Jules Marius Songwale, voilà. Donc pourquoi ne pas avoir perpétué justement c'est ça. Quand vous regardez, je vais rejoindre Serge. Je disais que au Togo arbitrait des matchs, mais en fait, quand vous regardez le championnat national sur les dernières années, au Togo a toujours été aligné sur les meilleurs matchs du championnat national. Ouais. Vous l'avez toujours eu sur les matchs. Vous l'avez toujours eu sur les matchs de Mounana Manga, l'USB Manga, l'USB Mounana, ainsi de suite. Donc c'est des matchs de. Manga, non, mais on parle des équipes phares du championnat national. Voilà. Je ne dis pas que Uzo n'est pas une bonne équipe. Je dis simplement les équipes phares du championnat national. Ouais. Et ça permet quand même que les autres soient un peu au-dessus. Il faut le reconnaître. Donc au Togo, dans ces matchs-là, a pris de la bouteille. Et ces matchs de haute intensité permettaient au Togo de s'expatrier plus aisément qu'aujourd'hui. Ça fait 3 ans que les gars n'ont arbitré aucun match. Ne leur demandez pas de faire des efforts, puisqu'il y a une somme d'efforts qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a une visite, voilà, une vision qu'ils n'ont plus. Son propos, c'est qu'au-delà de la prestation, il y a les arbitres qui sont suivis, qui sont notés. Et donc, sur la base de la note, on transmet justement leur nom en position justement à la fédération, à la Confédération africaine de football. Monsieur, nous sommes... Ça veut dire qu'à l'issue de toute cette liste-là, aucun arbitre n'a été proposé? Je crois que c'est à la fédération de pouvoir répondre à cette question, monsieur. Puisqu'il y a la matière, nous avons 13 arbitres FIFA. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, nous n'ayons personne, que ce soit au CHAN, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou en Coupe du Monde? Il y a des arbitres filles qui sont en puissance en ce moment, qui vont au Cameroun. Oui, pour qui essaient de sortir la tête de l'eau. Mais c'est assez bien parce que nous les avons vus arbitrer lors des derniers matchs du championnat. Il y a la relève, mais il faut la compétition. Il y a la relève, mais il faut la compétition. Salut Anaël. C'est Anaël Omanda. Anaël Omanda, ouais, qui est aussi très bonne dans l'arbitrage. Bonne dans l'arbitrage, je précise bien.
Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. On prend la dernière rubrique des cartons. Allez, Serge Mongengi. Merci. Je vais devoir adresser ce carton jaune ou vert, c'est selon, au cabinet Ernest Young, cabinet d'une certaine renommée qui aujourd'hui est autour d'une question de respect du chronogramme non, pas non-respect du programme, mais en fait, si la dette aujourd'hui n'est pas arrêtée, c'est par la faute de ces camions. Donc, du coup, carton jaune au cabinet Ernest Young. Brice Nengue. C'est ma période de carton vert. Je vais poursuivre sur la saison des cartons verts. Oui, allez-y. Carton vert à Fabrice Domarcolino, à la famille Domarcolino, pour la signature du petit Alan Domarcolino. Pro, c'est son premier contrat professionnel. On espère simplement que le petit va tenir la baraque et, comme il le dit, faire mieux que son père pour qu'on ait une nouvelle pointe en équipe nationale. Je voudrais sincèrement féliciter Fabrice pour l'encadrement de son fils. Ouais, vraiment faire mieux que son père, parce que l'essentiel, c'était de venir juste d'être appelé à l'équipe nationale aussi. Voilà. Silence, Pango. Je ne suis pas inspiré aujourd'hui pour des cartons. Rien, absolument rien du tout. Peut-être il y a un carton vert. Abondé dans le même sens que Brice, évidemment, parce que on apprécie beaucoup la famille de Marcolino. Déjà, le grand-père, si on parle d'Alan, Maboudia, qu'on appelait affectueusement Maboudia. Voilà. Et voilà, César de Marcolino, ensuite Fabrice de Marcolino, qui a également fait quelques belles prestations avec les Panthères du Gabon, qui a été bon. Je l'ai trouvé quand il était à Laval, notamment. Et puis là, ça fait plaisir de savoir qu'il y a cette continuité, cette flamme qui continue à briller dans la famille d'Omarcolino. On souhaite tout le meilleur du monde au jeune Alan. On espère qu'il ira le plus loin possible pour continuer à représenter la famille d'Omarcolino. Voilà. Allez-y. Bien, Monsieur Bekale, sans hésitation, j'ai mis envie de double carton rouge à l'association des présidents du club du Gabon pour leur comportement antisportif. Antisportif pour ne pas avoir justement versé dans les temps, dans les délais, des éléments justificatifs pour que le championnat, la dette puisse être épurée et que le championnat puisse reprendre. Retenez pour l'essentiel également que lundi prochain, 9 mai qui arrive, nous recevrons Brice Mbika Ndjambo, président de la Ligue nationale de football. Avec lui, nous allons évoquer la question du démarrage du championnat national de football de première division. Brice Nengue, merci beaucoup. Merci Gaëtan Kouka. Merci M. Bekale. Serge Mongengi, merci. Merci, c'était un plaisir. On reste avec le journal, 20h. Merci beaucoup, Silange Pambo. Merci beaucoup. L'équipe éditoriale, Berlek Lekoba, la réalisation, Régis Massima, épaulé, bien sûr, de Georges. On aura l'occasion de nous retrouver lundi prochain avec le même plaisir. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.